Chère communauté, bonjour et bienvenue dans Club de lecture et Cercle littéraire universel. Je suis avec Monsieur Benahouda Lebdaï et qui ne connaît pas Monsieur Benahouda Lebdaï qui a édité de très beaux livres. Nous avons la biographie de Winnie Mandela. Nous avons le livre de Afrique du Sud, Histoire et littérature, ainsi que Écriture féminine algérienne en quête de liberté. Alors nous sommes actuellement dans la librairie Le Tiers-Monde à Alger Centre, à côté de l'émir Abdelkader, et nous remercions chaleureusement le libraire, Monsieur Ali Bey, qui nous a donc ouvert les portes chaleureusement. Je suis avec Monsieur Benahouda Lebdaï. Alors avant de poser les questions, cher Monsieur Benahouda, je vais faire une petite intro pour parler du professeur. Donc Monsieur Benahouda, vous êtes professeur des universités au Mans, où vous êtes membre du laboratoire de recherche. Oui, le laboratoire de recherche, le 3LR. Très bien. Voilà. Donc en littérature étrangère. Oui, en littérature, en lettres de manière générale et en langues étrangères. Très bien. Alors, vous êtes spécialiste en littérature donc comparée africaine et afro-américaine. Oui. Vous êtes l'auteur de 60 articles et d'une douzaine d'ouvrages sur la littérature africaine, anglophone et francophone, dont la biographie de Winnie Mandela, qui est l'épouse de Nelson Mandela. Allure absolument. Donc, paru en 2022 chez Casbah Éditions et chez l'Harmattan, donc en Guinée. C'est ça. C'est ça. Exactement. Et les ouvrages que je publie avec Casbah ou avec Frantz Fanon, je tiens à ce qu'ils soient présents en Afrique subsaharienne. Et donc, il y a une entente amicale entre les éditeurs, Casbah Éditions et l'Harmattan Guinée, qui, soit l'un, soit l'autre, lorsqu'ils le publient, indiquent la première publication pour Afrique du Sud et Histoire et Littérature, ce qui a été édité d'abord à Conakry. Donc on cédait, disons, les droits à Casbah Éditions et la demande, ou disons la courtoisie, c'est d'inscrire en première page que le livre a été d'abord édité chez l'Harmattan Guinée et puis Casbah et vice-versa. D'accord. Voilà. Très bien. Alors, cher Monsieur Lebdaï Benahouda, j'ai quelques questions pour vous. Écoutez, avec plaisir et merci de me recevoir. Merci à vous pour l'acceptation. Mes aguerres, merci beaucoup. Alors, et puis se retrouver à Alger par ce temps merveilleux à Place Émir Abdelkader, c'est extraordinaire. Absolument. Monsieur Benahouda Lebdaï, votre travail explore les littératures coloniales et post-coloniales dans une approche comparée. Selon vous, en quoi ces littératures permettent-elles aujourd'hui de relire ou de déconstruire les récits historiques dominants? Eh bien, voilà, on démarre fort là, parce que c'est le cœur justement de ces littératures, suite à l'esclavage d'abord en Afrique, à la traite des esclaves et donc les esclavisés qui ont été déportés en Amérique, donc le sud d'aujourd'hui, les États-Unis, le Brésil, les îles Caraïbes, Martinique, Guadeloupe, etc. Et donc il y a cette histoire, donc on ne peut pas écrire sur la littérature martiniquaise ou autre si on ne et des Africains américains si on ne parle pas de l'esclavage. Donc l'histoire est toujours présente. Et ensuite, il y a eu la colonisation qui a été dure pour l'ensemble de l'Afrique et en particulier pour l'Afrique du Sud avec l'apartheid et pour l'Algérie qui n'était pas simplement une colonie mais elle était un département français. Voilà. Donc le territoire, et c'est l'Afrique du Sud et les États-Unis et l'Algérie, donc ont été des colonies de peuplement. Voilà. Et donc ça marque quand même toute une population, ça marque les autochtones, ça marque les Algériens et les Sud-Africains. Et de ce point de vue-là, quels que soient disons les romans ou le théâtre ou les nouvelles que l'on écrit, l'histoire
à un moment donné ou à un autre, ressurgit, soit avec violence, soit dans des souvenirs. Donc cela signifie que l'histoire de l'Afrique par rapport à ces deux événements majeurs qui font aujourd'hui le monde moderne, donc cette histoire-là a créé des traumas. Et donc ces traumas sont présents dans la littérature, d'où la relation est très étroite entre la littérature et l'histoire. L'histoire elle-même. Très bien. Dans vos analyses, Monsieur Lebdaï, Benaouda, dans vos analyses sur la littérature sud-africaine et les récits de l'esclavage, quel parallèle ou point de rupture percevez-vous entre les représentations africaines et maghrébines de la mémoire collective? Alors d'abord, j'ai commis un article sur le Sahara. Et le titre de cet article, c'est le Sahara, lien ou frontière. Et donc pour moi, le Sahara est un lien pour de multiples raisons et depuis la nuit des temps, pour de bonnes et mauvaises des mauvais moments de l'histoire, en l'occurrence l'esclavage. Et donc ce qui fait que les littératures de l'Afrique du Nord, de manière générale, et les littératures de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, donc de l'Afrique francophone, voire de l'Afrique anglophone, ont vécu les mêmes affres du colonialisme. Ils ont vécu les mêmes problèmes, ils ont vécu le même dénigrement et aussi le même rejet de la culture orale africaine, les cultures ancestrales et la civilisation. Tant et si bien qu'au XIXe siècle, la colonisation ne s'est pas faite uniquement par les armes, elle s'est faite aussi par l'écrit, par la philosophie. Et donc les philosophes du XIXe siècle ont développé l'idée que l'Africain était un sauvage et que l'Afrique n'avait pas de passé précolonial en tant que civilisation et que l'Afrique était ce qu'ils appellent une tabula rasa, donc il n'y avait absolument rien. Donc c'est quand même très violent pour les Africains, disons de l'ensemble du continent, de s'entendre dire qu'ils n'ont pas de passé, qu'ils n'ont pas de culture, qu'ils n'ont pas un fond, disons, qui leur appartient et qui a fait qu'ils sont africains. Et donc ce dénigrement et ce rejet font que les thématiques qui traversent ces littératures-là sont identiques et elles se ressemblent de ce point de vue-là. Alors maintenant, les cultures locales de l'Algérie, de la Tunisie, les cultures locales du Mali, du Sénégal, pour prendre que deux pays à chaque fois comme exemple, ces littératures-là et ces pays-là, ils ont leur propre culture. C'est-à-dire l'Afrique n'est pas uniforme. Donc ça serait absolument inadéquat de dire que l'Afrique avait le même substrat culturel. Non. Et d'ailleurs, ce qui divise l'Afrique du Nord, donc en disant c'est l'Afrique blanche, et l'Afrique subsaharienne, l'Afrique noire, pour moi, c'est une conception raciste de l'Afrique. Et à partir de là, il est clair que si on regarde l'Afrique subsaharienne, en aucun cas, le Mali ne ressemble au Sénégal, en aucun cas que la culture du Nigeria ressemble à celle du Congo. Donc c'est complètement différent, même en Afrique. Donc diviser l'Afrique du Nord de l'Afrique du Sud sur cette base-là, donc je me répète et je le dis et je l'ai écrit, c'est une position, disons, raciste de la conception de l'Afrique. Et ça rentre d'ailleurs dans une dynamique coloniale qui est divisée pour régner. Bien dit.
Merci beaucoup, Monsieur Labdaï. Une autre question pour vous. Vous avez publié la biographie de Winnie Mandela, qui est l'épouse donc, de Nelson Mandela, que nous voyons ici. Donc le mythe et la réalité. Une figure complexe, hein, Winnie Mandela, et controversée. Qu'est-ce qui vous a personnellement poussé à retracer son parcours et quel regard portez-vous aujourd'hui sur l'écriture des biographies dans le champ postcolonial? Alors, ce qui m'a poussé à écrire cette biographie, c'est le fait disons, j'utilise une expression qui n'est peut-être pas adéquate, de bonne guerre. Donc on chante et on glorifie Nelson Mandela. Et c'est très bien. On ne renie pas le travail extraordinaire de cet homme sur le plan idéologique pour l'Afrique du Sud, etc. Mais le travail et l'engagement et le courage de Winnie Mandela a été un peu mis de côté, ignoré, pour la simple et bonne raison qu'elle avait une position un peu plus dure, je dirais presque algérienne, de la conception du colonialisme. Et donc, ce qu'il faut dire et ce que je voulais démontrer, c'est que Nelson Mandela n'aurait pas été Nelson Mandela sans Winnie Mandela, parce que pendant 27 ans où il était emprisonné sur l'île de Robben Island, son nom aurait peut-être, on ne fait pas de la science-fiction, et encore une fois, on reconnaît le travail idéologique, la lutte de Nelson Mandela, mais elle a maintenu le nom de Nelson Mandela pour qu'aucun Sud-Africain ne l'oublie, parce que les Blancs Sud-Africains ont effacé même, et ont interdit même, la photo de Nelson Mandela pour qu'elle soit publique, connue. C'est-à-dire les gens de Soweto et des townships, etc., au bout de 10 ans, n'avaient plus aucune photo, sauf la famille bien entendu, de Nelson Mandela. Donc ils ne savaient même pas qui c'était. Et donc Winnie Mandela, par sa lutte, elle a été la seule à ne pas vouloir s'exiler. Donc elle est restée en Afrique du Sud et elle a lutté, elle a maintenu le nom de Nelson Mandela vivant, présent sur le plan politique, sur le plan idéologique. Et ce que je voulais démontrer dans cet ouvrage, c'est que Winnie Mandela a fait aussi de la prison. Elle a lutté autant que lui. Et elle a été humiliée dans les commissariats de police. Elle a été emprisonnée. On lui a enlevé la garde de ses filles. Donc ça a été très très dur pour elle et pour ses deux filles. Donc le travail anticolonial, anti-apartheid qu'a fait Winnie Mandela devait être mis en avant. Alors, vous avez parlé, vous avez dit dans votre question, d'un passé controversé. Exactement. Voilà. Tout à fait. C'est une figure complexe et controversée. Oui. Oui, controversée, mais c'est une image controversée parce qu'il y a eu l'assassinat d'un jeune Sud-Africain noir qui a été soupçonné d'être de mèche avec la police afrikaner, avec le commissariat à Soweto, et donc sa garde rapprochée l'ont soupçonné, ils l'ont arrêté, et voilà. Malheureusement, il a été tué, mais ce n'est pas elle qui l'a fait, et donc elle a été de toute manière reconnue non coupable de ce meurtre-là. Et dans le contexte donc d'une lutte pour la liberté, ça a été certainement un dérapage, mais après la fin de l'apartheid, il y a eu en Afrique du Sud la prise de parole dans la situation de réconciliation nationale, et la mère du petit
s'emprunt, est allé prendre dans ses bras Winnie Mandela en lui disant je ne sais pas ce qu'a fait mon fils, mais de toute façon si il avait été espion, voilà, donc elle lui a dit quel que soit le truc, je vous pardonne. Voilà. Donc voilà. Après, il y a eu, on lui a collé des amants, on lui a collé, et Nelson Mandela, lorsqu'il était emprisonné, on lui glissait les geôliers donc de Robben Island. Lui, il faisait des fausses une de journaux, voilà, où il lui disait que voilà, Winnie te trompe. Évidemment, il ne l'a jamais cru, et elle est restée quand même 27 ans à l'attendre. Voilà, donc voilà, c'est un vrai amour qui a existé entre Nelson Mandela et Winnie Mandela. Donc c'est une personnalité très forte. Et l'autre différence ensuite, lorsque Nelson Mandela a fait créer le pays arc-en-ciel, il a adopté, disons, une économie libérale, alors que Winnie Mandela était pour, disons, une approche de la société socialiste. Donc ils avaient sur ce plan-là deux visions différentes de l'après-apartheid. Voilà. Et donc il y a eu une correspondance entre vous et Winnie Mandela. Absolument. Et quelle fierté. Et quelle fierté quand même. Vous pouvez nous en dire un peu plus par rapport à cette correspondance que vous avez eue quand même pendant des mois. Hein, oui, absolument. On devait donc... je l'ai approché par le biais de son secrétariat et ensuite avec elle directement pour qu'elle puisse venir en Algérie d'ailleurs. Et elle avait donné son accord, mais son médecin lui a interdit de prendre l'avion pour des raisons de santé, donc elle n'a pas pu venir en tant qu'invitée voilà, du festival voilà, d'un festival qui était organisé à cette époque-là. Et avant de mourir, dans les années 90. Et donc ensuite, je lui ai écrit et je lui ai fait part que j'étais en train d'écrire une biographie, entre guillemets, positive de sa vie, donc elle était ravie. Ça l'a changé des attaques. Positive, entre guillemets. Mais absolument. Et lorsqu'elle a publié, 2 ans avant de mourir, un ouvrage sur ses prison notebooks, donc ses écrits de prison. Elle me l'a envoyé personnellement, elle me l'a dédicacé, et d'ailleurs j'ai scanné la dédicace de l'écriture de Nelson Mandela sur la première page voilà, ça c'est l'écriture. Voilà, l'écriture de Winnie Mandela. Voilà, absolument, qu'elle m'a dédicacé. Et quelle fierté lorsque j'ai reçu l'ouvrage. Donc je l'ai scanné et je l'ai mis en première page donc dans cet ouvrage. Et le hasard malheureux pour Winnie Mandela, c'est que l'ouvrage est paru chez Casbah Éditions et ensuite chez l'Harmattan Guinée. Il est paru en tout cas à Casbah d'abord. Le jour où il est sorti, c'est le jour où elle est décédée. Donc elle n'a jamais vu la copie, le livre imprimé. Dommage. Mais dommage, mais quel hommage en même temps. Hein. Merci. Voilà, quel hommage, bravo et merci beaucoup pour cette parenthèse d'histoire. Ce que vous faites, c'est vraiment... c'est une relève aussi pour nous, hein, pour ne pas oublier quand même l'histoire de Nelson Mandela et l'histoire de l'Afrique du Sud également. Absolument, et l'histoire, souvent... les femmes militantes sont mises un peu à l'écart une fois que les problèmes sont terminés et que les victoires arrivent. Et donc il faut réhabiliter. Et dans ce chapitre, dans cet ouvrage, j'ai comparé, le dernier chapitre est consacré à 2 figures de militantes. De notre révolution, la révolution algérienne et disons la révolution sud-africaine, à partir de 2 femmes, donc Winnie Mandela que j'ai mis en parallèle avec l'histoire de Jamila Bouhirat. Oui, voilà. Et donc ce qui est extraordinaire, c'est qu'elles sont nées
pratiquement la même année, elles sont de la même génération, elles ont eu le même parcours de lutte pour étudier, pour sortir justement de leur milieu et se battre dans un milieu colonial qui est quand même difficile, et puis devenir, disons, militantes. Hein, et donc elles ont eu le même parcours, en effet. Et toutes les deux, une fois que la révolution, que l'apartheid a été aboli et que l'Algérie a eu son indépendance, ce sont des femmes qui ont été un peu mises de côté, mais elles sont revenues. Elles reviennent toujours à la charge. À la charge. Absolument. Merci, Monsieur Sharaf Labdaï Ben Aouda. En tant que chroniqueur, justement, chroniqueur littéraire pour des médias aussi variés que Le Point Afrique, El Watan et Africa Book Review, comment choisissez-vous les œuvres à mettre en avant et comment percevez-vous la réception des littératures africaines en France, aux États-Unis et aussi dans le monde arabe? Dans le monde arabe, je dirais de l'Algérie. Oui. Voilà, surtout. Dans le monde arabe, je ne sais pas si c'est traduit ou pas. En tout cas, c'est traduit. Certaines chroniques sont traduites par un universitaire qui est de Sétif et qui a traduit mes chroniques en arabe. Comment je choisis, c'est des coups de cœur. Je fonctionne de cette manière-là. Et puis des choix aussi de l'écriture, le choix de romans qui ont quelque chose à dire. Et j'ai hâte de lire votre roman Rasamora, quel titre. Voilà, et d'en faire quelque chose. Mais le choix, il est disons, basé sur des lectures des ouvrages que je reçois, des ouvrages que j'achète, des romans, selon les rencontres aussi. Et j'essaye de ne pas faire de compte rendu, des résumés, mais je lis ce que je chronique de bout en bout. Voilà, comme beaucoup d'ailleurs. Mais je donne mon point de vue. C'est-à-dire, je ne présente pas uniquement le roman ou le texte en disant, voilà, texte paru, voilà le résumé. Je vais au-delà et je donne mon point de vue. Alors, je dois dire que si je n'aime pas un roman, je n'en parle pas. Pour la simple et bonne raison, ça aussi c'est dans ma nature, je ne veux pas casser voilà, les gens, mais dans ce que je chronique, s'il y a disons une faiblesse ou quelque chose que je relève, je n'hésite pas non plus à le dire. C'est pas des chroniques voilà, où tout va bien, et voilà. Mais si vraiment il y a un roman ou un texte que je lis, je pense chroniquer, et puis vraiment il ne m'inspire pas, ou alors j'évite, disons. Donc si je parle d'un texte algérien ou africain, béninois, sénégalais ou guinéen, je le fais parce que j'ai aimé, et donc je veux partager la joie que j'ai eue à lire tel ou tel texte, et je veux partager cette joie pour que les gens le lisent. Je vous donne un exemple. À l'Armatan Guinée, il m'avait envoyé un texte, un roman qui s'est déroulé en Algérie, écrit par un Guinéen, et le roman était bien écrit, mais le romancier qui apparemment a fait un passage en Algérie, et sa description de l'Algérie, c'est sa vision à lui, mais elle était tellement négative et tellement, étant donc connaissant mon pays, que j'ai trouvé injuste ce qu'il écrivait. Et donc j'ai dit à l'éditeur, je l'ai lu, voilà, mais je ne peux pas chroniquer quelque chose qui est de cette nature-là, qui est foncièrement négatif par rapport, voilà. Donc oui, je peux refuser absolument. Très bien. Et Monsieur Labdaï, en parlant de l'écriture,
Donc vous avez écrit beaucoup de chroniques, des ouvrages. Est-ce que vous pouvez nous partager brièvement votre routine d'écriture? Chaque écrivain a une routine particulière. Avez-vous une routine particulière à vous, Monsieur Labdé? D'abord, je lis. C'est important. C'est important. D'abord, je lis, je prends des notes. Et ce qu'il faut savoir, pour les chroniques, il faut que je trouve l'angle d'attaque, l'angle d'approche de tel roman. Je ne fais pas le résumé, comme je l'ai dit, je me répète, du roman. Donc il faut que je trouve un angle d'approche pour faire aimer ce texte-là. Oui. Maintenant, pour mes ouvrages critiques, je suis universitaire, donc moi, je n'écris pas de fiction. Et j'ai tellement écrit sur l'Afrique du Sud, donc il fallait que c'est une vie de recherche, etc. C'est pas quelque chose où je m'assois à une table et puis je décide d'écrire sur l'Afrique du Sud. Donc il y a une maturation, il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup de références. Voilà, c'est quelque chose de construit, de scientifiquement vérifiable de tout ce que j'ai dit. Et donc là, c'est un long travail. Pour écriture féminine algérienne, en quête de liberté, là c'est un ouvrage collectif que j'ai dirigé, où il y a, et Maïsabé m'a fait l'honneur d'ouvrir cet ouvrage avec une belle contribution sur la femme algérienne, et elle décrit justement, elle prend la métaphore de la Kasbah et des maisons de la Kasbah pour parler de la femme algérienne et de l'homme algérien, le dehors et le dedans. Voilà, il faut absolument le lire. Et là, c'est un travail qui est long, parce qu'il faut convaincre les personnes, il faut demander, recevoir les contributions, les lire, voilà. Et puis en général, je n'ai rien corrigé parce que c'est des plumes qui sont connues, comme Afif Abrahi, comme Christiane Achour, etc. C'est de belles analyses justement sur toutes ces écrivaines algériennes. Très bien. Et vous avez dit, un universitaire n'écrit pas forcément de la fiction. Connaissez-vous aussi? Il y a des universitaires qui écrivent de la fiction aussi, hein? Absolument. Oui. Mais ce n'est pas peut-être votre genre préféré? Écoutez, j'ai commencé en roman, je n'ai pas dépassé les 15 pages. D'accord. Oui, après, peut-être qu'il y a des blocages, je ne sais pas. Voilà. Mais je reste dans mon domaine. D'accord. Voilà, je reste dans mon domaine de critique. Et puis là, j'ai un projet d'écriture, justement avec Kasbah Édition, sur la vie algérienne de Frantz Fanon. Ah, voilà. c'est intéressant. Voilà. Il y a eu des reportages, des films. Voilà, absolument. Donc il faut. Hâte de découvrir votre vision. Hein, voilà, de Frantz Fanon, comme c'est le centenaire. Oui. Cette année, il est né en 1925, donc nous sommes en 2025. Et souvent, l'Algérie a été occultée dans les biographies sur Frantz Fanon, où elle est citée à la marge, disons. Et donc, j'essaye comme pour Winnie Mandela, redresseur de rétablir quelques vérités, disons. J'aimerais montrer que Frantz Fanon est réellement algérien à 100%. Nous avons vraiment hâte de découvrir. Ça sera, la parution sera pour le salon du livre, du Salon international du livre d'Alger, le SILA. 2025. Absolument, donc, j'espère. Oui, le SILA 2025. Voilà, nous avons hâte. Donc le nouvel ouvrage de Labdé Ben Aouda qui sera donc au Salon international du livre ce de octobre-novembre 2025. Alors vous serez bien avant cette date, donc ce mois, courant, donc le mois de juin, vous serez présent les 28 et 29 juin au Salon Maghreb du livre à l'Hôtel de Ville à Paris, et vous contribuez activement avec l'association Coup de Soleil. Donc Benjamin Stora et Georges Morin donc, sont les fondateurs de cette association littéraire méditerranéenne que nous saluons. Quels sont, Monsieur Labdé et Ben Aouda, selon vous, les temps forts de cette édition? Bon, alors je vais citer ceux où je suis. Le programme est absolument superbe. Le samedi 28 et
le dimanche 29, en rappelant que l'Algérie est à l'honneur, ce qui est quand même dans le contexte actuel très très important, Oui. à l'Hôtel de Ville de Paris. Donc les auteurs algériens sont présents, ils seront en nombre, et tous les débats vont porter sur les littératures algériennes. Donc les lettres algériennes sont à l'honneur. Sont à l'honneur cette année. à Paris, Oui. donc au Maghreb des livres. Et d'ailleurs, la librairie du Tiers-Monde, je pense qu'elle sera présente, Oui. qui nous offre un lieu superbe ici. Et j'animerai un débat, je ferai des signatures, et puis j'animerai un débat sur la littérature algérienne depuis la guerre d'indépendance à nos jours, avec Maïs Abbé, avec Hervé Sanson et d'autres. Parfait, merci beaucoup. Merci encore pour votre temps, hein, cher Labdaï Ben Aouda. Et merci beaucoup. On va passer juste rapidement aux questions quick fire. Voilà, donc rapidement, c'est des questions pour que la communauté vous connaisse au mieux. Alors, vous êtes plutôt thé ou café? Thé. Thé noir ou rouge? Thé vert. Thé vert. Thé vert. Avez-vous déjà effectué un safari en Afrique du Sud? Oui, au Botswana. Avez-vous aimé? Oui. Oui et non. À refaire? Oui. D'accord. C'est quand même extraordinaire. Ah bah oui. Cinéma, vous êtes plutôt cinéma, théâtre ou opéra? On peut dire les trois. Hein? J'aime la musique classique, j'aime le théâtre, et puis oui, un bon film, ça fait du bien. Super. Alors, donc entre ces deux écrivains, préférez-vous Attica Locke ou Deon Meyer? Deon Meyer. Deon Meyer, qui est écrivain donc sud-africain. Absolument. Votre livre préféré ou le livre de tous les temps? Le livre que vous pourrez conseiller aux lecteurs? C'est difficile. C'est une question difficile. Ou le livre qui vous a marqué, peut-être? Franchement, je ne sais pas, parce que je les aime tous. Disons, moi j'aime ces bateaux, mais Nejma de Kateb Yassine est un texte important. J'aime beaucoup, je lis et je relis beaucoup Germinal et Émile Zola. Voilà, chez les auteurs français, j'adore Émile Zola. Voilà, et puis et bien d'autres. Oui. Voilà, je vous donne ces deux écrivains qui font partie de ce que je relis, disons. Merci beaucoup, et on termine avec cette question qui relie l'Afrique du Sud et l'Algérie, c'est le football. Donc, en Afrique du Sud, en termes de football, préférez-vous Orlando Pirates ou bien Sundowns? Je vais vous dire, je ne sais pas. D'accord. Merci, monsieur Ben Aouda. Voilà, je ne suis pas très foot. D'accord. Voilà. C'était un plaisir de vous rencontrer. Je connais Zinedine Zidane. Ah, voilà, le nôtre. Absolument. Merci beaucoup. Merci. Je vous dis à très bientôt. Merci, Ania. Bon courage pour les dédicaces. Merci beaucoup, Ania. Merci beaucoup pour cette invitation. Ça a été un plaisir de vous rencontrer. Pareillement. Merci. Merci. Donc à très bientôt dans Club de lecture et Cercle littéraire universel. Ciao.